bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo. Comme vous le voyez, eh bien, nous ne sommes pas en plateau, nous ne sommes même pas encore à Los Angeles, nous sommes à Montpellier pour une émission spéciale consacrée à un jeu très attendu, Clair Obscur Expédition 33. C'est parti! Et oui, c'est dans cette magnifique bâtisse, un peu manoir, que les équipes de Soundfall Interactive mettent le dernier coup de collier à Clair Obscur Expédition 33. Vous avez forcément entendu parler de ce jeu, eh bien, qui est un jeu RPG, un jeu de rôle au tour par tour, à la française, parce qu'on essaye un peu de révolutionner le style, vous verrez. Eh bien, ce jeu raconte l'histoire de Gustave qui part à la tête de l'Expédition 33. L'Expédition 33, elle part en chasse de la peintresse, un être mystérieux qui, tous les ans, efface un chiffre, en écrit un nouveau et gomme de la surface de la planète tous les jeunes gens qui ont l'âge inscrit. Pour mettre fin à ça, il part avec une équipe, il part à la poursuite aussi de sa sœur qui a disparu. Et tout ça, on va vous l'expliquer en détail avec les équipes du jeu. Et pour commencer, nous sommes avec François Meurice. Bonjour François. Bonjour Mélina. Et on est ravis d'être ici, de pouvoir enfin tout découvrir de Clair Obscur Expédition 33. Soundfall, c'est un petit studio montpelliérain, on l'a dit, une trentaine de personnes. Comment elle a commencé cette aventure ? Alors ça a commencé alors pour moi en 2020. Au fait, donc j'ai reçu un appel de Guillaume qui est game director sur le projet. Lui, ça faisait déjà un an et demi en fait, qu'il bossait seul dans sa chambre le soir sur une idée de jeu de rôle au tour par tour. Il avait déjà le renfort de Tom, qui est notre directeur technique et avec qui il travaillait à l'époque chez Ubisoft. Et il m'a montré, ils avaient déjà 1 heure de démo jouable à l'époque. C'était une ébauche quoi, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et ce que le jeu est devenu. Mais l'idée commençait à faire chemin, d'en faire une entreprise, d'en faire un vrai projet. Finalement, on sort de 4 ans de production avec l'équipe qu'on a aujourd'hui. On s'est installé à Montpellier en 2021. C'est ici qu'on a fait nos premiers recrutements. Sur la première année, on était une quinzaine et aujourd'hui alors je crois qu'on est exactement 33 là à ce jour dans la boîte. Une vraie expédition en fait. Exactement. C'était quoi l'idée de départ ? Ça ressemblait déjà à ce qu'est aujourd'hui Clair Obscur ? Alors visuellement ça ressemblait pas du tout à ça, c'était un mélange de différentes influences. En fait, comme Guillaume a commencé tout seul au fait à créer le jeu, il utilisait des assets et des modèles 3D qui étaient disponibles gratuitement par-ci par-là sur internet. Donc il n'y avait pas du tout la vision artistique qu'on a aujourd'hui, qui a été développée par Nicolas Maxson-Francombe, qui est notre directeur artistique, qui a été une des premières personnes sur le projet en 2020 également. Et à l'époque, au fait, l'idée fondatrice pour Guillaume en tant que joueur, au fait, il regrettait un peu qu'il n'y ait pas de jeu de rôle au tour par tour, d'une nouvelle licence qui soit avec une certaine ambition, qui soit en 3D réaliste. Et il avait un peu cette envie de prendre le relais des jeux de rôle au tour par tour, d'inspiration japonaise beaucoup dans le Final Fantasy. Un peu Final Fantasy, c'est un des plus grands fans de Final Fantasy que je connaisse et probablement de France et du monde. Et voilà, il avait un peu envie de faire son propre jeu de rôle et on a essayé d'être au niveau de ce que vont attendre les joueurs et les joueuses sur un jeu de rôle de cette ambition-là, quoi. Vous étiez mis une sacrée pression quand même pour démarrer, faire un RPG à la française. Qu'est-ce qu'on apporte justement quand on veut s'inspirer de ce qui se fait de mieux en RPG, les JRPG finalement, La French Touch, elle se matérialise comment ? Vraiment dans le visuel ou il y a un savoir-faire qui est un petit peu différent ? En termes de savoir-faire, nous on a essayé d'avoir les meilleurs talents qu'on pouvait, qui étaient intéressés par le projet, qui étaient passionnés par le jeu et par ce type de jeu. Donc est-ce qu'il y a une French touch là-dessus ? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe de jeunes passionnés qui a tout donné pour ce jeu. Après, pour ce qui est inspiration visuelle, carrément, là on est allé chercher dans des inspirations qui sont assez françaises, à la fois en termes de ce que je disais, de références Belle Époque, Art déco, art de cette époque, et à la fois aussi dans les lieux et les éléments qui sont présentés dans le jeu. Le jeu commence dans une ville qui s'appelle Lumière,
qui est une version un peu dystopique d'un Paris à moitié détruit, catapulté au milieu de Paris de façon l'océan. Belle Époque un peu quand même. Ouais, mais pas façon Belle Époque dark, Ouais, façon Belle Époque, mais qui est passé par un Destroy. cataclysme, un peu destroy, un peu dystopique. Donc on reconnaît la Tour Eiffel, mais qui est à moitié détruite. On reconnaît l'Arc de Triomphe coupé en deux. On a repris énormément de références architecturales pour refaire tout ce qui était bâtiment haussmannien, du mobilier urbain. Et donc on commence le jeu en se baladant voilà, dans les rues de lumière. Et ça, c'est un petit truc qui est un peu spécial aussi pour nous. Les premières images qu'on avait vues, ça a suscité un enthousiasme immédiat chez les joueurs. Vous vous attendiez à avoir, dès le départ, comme ça, créer une attente pareille sur ce jeu, parce que voilà, elle dit c'est une petite équipe, c'est un petit studio, c'est votre premier jeu. Est-ce que l'attente, après c'était les images qu'on avait vues au Xbox Showcase à l'époque, vous en avez pensé quoi quand vous avez vu les réactions sur notamment la patte graphique, la musique aussi? Ça fait plaisir, on se dit oulala, on s'attendait pas à autant. Qu'est-ce que vous êtes dit? Ouais, alors c'est très difficile à analyser parce que ça varie selon les personnes. Sur les personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un moment formidable. C'était génial parce qu'en fait, c'était à la fois un soulagement parce que ça validait ce sur quoi on bossait depuis plus de 3 ans à l'époque pour la plupart d'entre nous. On a vu au fait des chiffres d'engagement et des messages de soutien d'une qualité au fait qu'on n'attendait pas forcément, c'est-à-dire que les gens qui sont chauds sur ce jeu, ils sont chauds au point de commenter sur YouTube, sur Twitter, etc. Et ça nous a porté aussi dans les derniers mois de développement, avoir ces échanges aussi, ces premiers échanges avec la communauté, alimentés avec des nouvelles vidéos, des nouveaux trailers. Et ça, c'est hyper motivant aussi pour la dernière ligne droite, quoi. Alors justement, quand on est une petite équipe, qu'on se retrouve face à quelque part un peu une vague d'amour qui commence pour ce jeu, ça veut dire quoi derrière? Vous êtes énormément à l'écoute ou vous restez quand même fidèle à votre ligne de conduite depuis le début sur Clair Obscur? Déjà, les retours, ils sont très positifs et il y en a finalement assez peu qui nous demandent de changer des choses. Donc il y a des questions auxquelles on répond et voilà. Après, on va tout voir avec beaucoup d'attention. Ça nous permet de savoir quelles sont les préoccupations des joueurs suite à la démo par exemple qui a été envoyée à des journalistes. On a noté là où on était fort, là où il y avait pu y avoir des petites marges d'amélioration. On a changé quelques trucs dans le jeu sur les derniers mois suite à des retours qu'il y avait. Par exemple, il y a un moment on avait uniformisé la police d'écriture des chiffres des dégâts du jeu. Ah, ça va loin. Ah ouais, non, ça va loin. Sur un truc qui était un peu moins stylisé au fait, un peu moins Belle Époque et qui était un peu plus moderne. Et en fait, il y a eu plusieurs retours sur internet, sur Reddit, sur ah bah ouais, mais la police des dommages avant elle était mieux. Bah finalement, ça on l'a remis quoi. Ils sont allés jusqu'à ce détail-là. Ah ouais. Et ça, on a eu plusieurs remarques par exemple sur un truc comme ça. Donc en fait, ça peut être hyper précis. La vision du jeu a été forte dès le début, bien définie sur le gameplay, la vision artistique, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui a parlé aux joueurs et finalement on a eu des retours positifs sur cette vision qui a été établie. Donc il n'y a pas eu de gros revirements en fait sur les derniers mois, quoi. Justement, alors au moment où nous on enregistre ici, c'est la dernière ligne droite pour vous avant la sortie du jeu, on est quelques jours avant. C'est quoi l'ambiance ici, générale? Vous avez hâte que ça se termine? Vous êtes impatient de voir vraiment le jeu dans les mains des joueurs? Comment elles sont les équipes ici? Parce que vous n'êtes pas une équipe de 500 aussi, il faut le dire, pour finir le jeu, ce qui arrive souvent dans des gros studios. Et ben, c'est intense. Mais je pense que le planning est maîtrisé aussi jusqu'au bout. Donc on reste concentré. On travaille déjà sur les premiers correctifs à la sortie du jeu pour livrer vraiment le jeu dans la meilleure qualité possible, quoi. Et c'est super excitant en fait. C'est-à-dire que voilà, ce mélange c'est un peu arriver au bout d'une course d'endurance, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire on l'a fait, on est en train de le faire, on donne tout jusqu'au bout. Et on a hâte de passer la ligne d'arrivée et que le jeu soit entre les mains du public. De tous les joueurs. Ouais. Eh ben, on vous le souhaite justement. On va poursuivre l'aventure dans les allées de Soundful Interactive pour aller voir justement s'intéresser à ce qui a été très très marquant pour les joueurs, la patte graphique, le style visuel et surtout la musique du jeu. Merci François. Merci Belinda.
L'univers artistique de Clair Obscur Expédition 33, c'est quelque chose qui a marqué tout de suite les joueurs et les premiers observateurs. Une patte très particulière, un univers assez sombre et à la fois lumineux, c'est tout le paradoxe du jeu. Et on est avec Nicolas, directeur artistique du jeu, pour en parler. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors justement, je dis ça, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui a marqué tout de suite les esprits. Cet univers très très particulier. Comment est-ce qu'on décrit, comment est-ce qu'on explique l'univers justement de Clair Obscur? Rien que le nom déjà. Oui, alors rien que le nom, mais ouais, de base, enfin notre style c'est plus vers l'haussmannien, le parisien, tout ce qui est côté français du coup. Donc niveau que ça soit l'architecture, le côté Belle Époque aussi, donc toutes les motifs qu'on retrouve un peu. Donc on a le côté donc Belle Époque, mais mélangé avec de l'art déco, donc des côtés, des phases géométriques du coup, que ça soit dans les tenues, que ça soit dans tout ce qui est un peu architecture aussi, et vraiment un peu partout, quoi. On le retrouve partout dans le monde. Il y a quelque chose de très sombre. Alors on dit voilà, on rigolait sur le côté clair-obscur, le nom du jeu. Comment est-ce qu'on arrive à donner cette teinte, parce que c'est un jeu qui est assez sombre. Oui. Clair-obscur Expédition 33, c'est quand même, on parle de la mort, de choses comme ça. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas sombrer justement dans une teinte très très sombre? Alors de base on a fait justement le côté donc clair-obscur, forcément donc obscur, on a l'histoire qui est assez sombre, on a du coup certains teintes comme vous dites qui sont assez sombres, mais le côté clair, on a le côté un peu rigolo aussi, parce que bon, nous on est un studio où on rigole beaucoup tous les jours et on adore se faire des blagues entre nous, donc ça se voit beaucoup dans le jeu aussi, donc c'était le côté, on voulait trouver vraiment un juste milieu entre ne pas être trop sombre et ne pas faire que le joueur soit constamment englouti dans des choses trop sombres du coup partout. Donc pour moi c'était plutôt le côté clair, c'était donc pour moi le côté absurde, dans le fait qu'on voit par exemple des rochers volantes, tout plein de choses étranges en fait, mélangées avec ces histoires sombres. C'est un peu on est un peu distrait en fait. Donc malgré qu'on est dans l'histoire, toutes les choses autour de nous paraissent tellement absurdes qu'on est un peu entre les deux, quoi. On est entre genre le côté c'est assez drôle de voir ça, et de l'autre côté on est un peu dans l'histoire sombre, quoi. On reste. Ce qui était intéressant, c'est que du coup dans le jeu on va découvrir plein de journaux d'expédition. Donc c'est grâce à ça en fait j'ai pu lire un peu chaque journal et à m'adapter un peu à reproduire en fait cet environnement de là où l'ancienne expédition y était. Expliquons que les expéditions sont ceux qui ont tenté avant d'arriver à la Peintresse pour stopper justement la mort, et donc chaque expédition avait un numéro qui décline. Et chaque année ils départent toujours au continent pour essayer de vaincre la Peintresse du coup. Et justement cette Peintresse, c'est un élément qui est central dans l'histoire, qui est très forte visuellement. C'est quoi l'inspiration? Moi, je voulais représenter quelque chose un peu extraordinaire, quelque chose qui est gigantesque et qui fait déjà un côté waouh quand on rentre directement dans le monde. Et c'est surtout le côté intimidant, c'est qu'elle est toujours là, quoi qu'il arrive, de où on est dans la carte ou dans le monde, elle est toujours là. On a discuté avec Lorient Testard qui nous expliquait qu'il s'était appuyé justement sur les premiers artworks de cette Peintresse pour créer tout cet univers sonore, l'univers sonore qui est extrêmement présent dans le jeu. Comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux? Parce que le visuel et la musique, c'est indissociable dans Clair Obscur. Alors, pour être honnête avec vous, on n'a jamais genre causé trop ensemble sur ça. C'est parce qu'on était un peu chacun dans notre coin. Donc moi, j'avais fait, une fois que j'avais reproduit pas mal de visuels, il attendait justement que je crée un visuel pour un certain acte et une certaine chanson. Et une fois ça, lui, il projette du coup sa musique avec du coup le visuel ensemble. Et c'est un peu vers la fin, c'est la fin de son œuvre qu'on commence à l'écouter tous et après à donner nos remarques un peu vers la fin, quoi. La musique extrêmement belle et présente et mystérieuse. On ne répétera pas assez. Mystérieuse, il faut bien suivre pour tout comprendre. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Et nous, on va s'intéresser maintenant au gameplay, à l'histoire et à tout ce qui fait aussi la jouabilité de Clair Obscur qu'on va avoir en main. On est de retour avec Michel pour parler gameplay.
c'est une des marques de fabrique de Clair Obscur Expédition 33. Ce gameplay est un petit peu particulier parce que c'est un jeu solo où on joue toute une expédition. C'est quand même déjà sur le papier quelque chose. Comment ça se passe alors? Quelle a été la consigne de ce jeu pour en refaire ce qu'on disait un RPG modernisé? C'était quoi les critères? Donc oui, c'est vrai que le jeu, côté gameplay, on est sur le contrôle d'une équipe, d'une expédition. Le but, c'est d'aller vaincre la Paintress. On commence au début du jeu avec juste un personnage, et puis au fur et à mesure, on redécouvre, on cherche en fait les membres de l'expédition qu'on a perdu. Et la particularité de Expédition 33, c'est que bien qu'on ait un gameplay en tour par tour, on a des grosses mécaniques de temps réel qui sont très importantes et qui vont être nécessaires de maîtriser pour pouvoir avancer dans le jeu. Pour des gens qui n'ont jamais fait de RPG de leur vie et qui vont arriver sur Expédition 33 parce qu'il y a un style, il y a quelque chose d'intéressant, quels sont vos conseils de choses à faire ou ne pas faire quand on démarre justement des RPG comme ça? C'est de se laisser bercer par la narration, je pense. Je pense pas que le jeu soit trop axé vraiment RPG pour les fans de RPG. Je pense qu'il a une ouverture qui va au-delà de ce type de joueur, du fait de sa narration, du fait de la direction artistique, du fait de la réalisation des combats qui est bien plus impressionnante que ce qu'on a l'habitude de voir dans des combats tour par tour. Un personnage préféré au combat? Je pense que Luné est mon personnage préféré. Parce qu'ils ont tous des caractéristiques un petit peu différentes de combat. Alors pourquoi Luné? De manière générale, je suis plutôt un fan dans les jeux de mages élémentaires, parce que je trouve que c'est là en général les gameplays qui sont les plus intéressants, c'est de combiner des sorts, de prévoir un petit peu à l'avance. Et c'est ce qu'on a essayé d'insuffler à Luné aussi, à créer des stains qu'on appelle, ou des pigments en français, qui vont pour être exploités par des sorts qui viennent à la suite. Donc en fait, il faut prévoir un peu quelques tours à l'avance pour optimiser ces tours de jeu, mais elle a aussi des sorts qui sont très simples d'utilisation et immédiats. Et je pense qu'on a réussi à trouver un bon équilibre pour que, en tout cas, moi, je m'y retrouve particulièrement dans ce personnage. Bon ben, parfait, on saura maintenant qu'il faut faire attention à Luné. C'est la recommandation de Michel. Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. Expédition 33, c'est aussi un casting de voix assez phénoménal. En français, vous pourrez entendre par exemple Adeline Chetaille, Féodor Akin ou Alexandra Gillet. Et en anglais, eh bien, excusez du peu, Jennifer English, qu'on a entendu dans Baldur's Gate 3, Ben Starr, Andy Serkis ou encore Charlie Cox prêtent leur voix aux personnages du jeu. I don't understand what's happening. And I feel like I never understood, like I'm always missing something that everyone else just gets. Was putain. 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 Ça rend bien. Ça sonne bien. J'incarne le très mystérieux personnage de Verso. Ses intentions ne sont pas vraiment claires, ni pour le joueur, ni pour les autres personnages de l'expédition. Je pense que ce qui est le plus intriguant chez lui, ce sont les répercussions dangereuses de sa simple existence. Je joue Maëlle, qui est une orpheline. Elle n'a que 16 ans, et pourtant, elle est décidée à partir en expédition. Elle y va, elle est très solitaire, elle est volontaire et elle est très courageuse. On découvre Renoir pour la première fois au sein du corps expéditionnaire qui va vers le continent. Un endroit menaçant et dangereux peuplé uniquement de monstres. Et l'expédition rencontre ce vieil homme, plutôt suave, alors qu'il pense que toutes les personnes de son âge n'existent plus. Il semble être une personne extrêmement malveillante, sombre et menaçant, et en fait il est très violent. Il affiche très tôt ce niveau de violence qui est assez choquant. Ce jeu était déjà si brillamment construit au moment où nous sommes arrivés. On nous a donné tellement de liberté pour explorer. Ce n'était pas restrictif, on nous a dit « Voici l'histoire, ajoutez-y ce que vous voulez ». Ce ne sont pas des personnages faciles, loin de là, comme vous le savez.
Je pense que si nous avions eu moins d'expérience, ça aurait été un cauchemar, pour être honnête. Vous savez, j'ai joué des personnages très sombres par le passé. Une partie de mes recherches à ce sujet consiste à se comprendre soi-même, à être honnête avec soi-même. On a tous une voix intérieure, on a tous des moments où on pense à des choses sombres, à des choses horribles. Ce sont toutes ces facettes de l'humanité qu'on a tendance à se cacher qui m'intéressent dans le fait de jouer des personnages comme Renoir. Non, putain. And I'm like, putain. Putain. Je me disais, quoi? Merde. Merde. Tu as du mal avec les R. François. Renoir. Aucun spoiler n'a été détecté. Ici, nous sommes dans les derniers jours avant la sortie de Clair Obscur Expédition 33 et on est justement avec Tom, l'un des cofondateurs, qui va nous expliquer c'est quoi l'ambiance, le stress, quelle est l'ambiance ici, à quelques jours à l'heure de la sortie? C'est un mélange de stress et d'excitation aussi, parce que ce projet, on travaille dessus depuis 4, même presque 5 ans. Donc c'est la dernière ligne droite. On n'a pas droit à l'erreur, parce que les joueurs nous attendent au tournant sur la sortie. Il y a beaucoup de pression sur la partie technique, parce que tout doit être fonctionnel, les mécaniques doivent être bien huilées de partout. Donc là, on est vraiment sur les derniers instants pour faire les derniers correctifs. Donc on a un peu cette course contre la montre quasiment jusqu'à la sortie, jusque dans les derniers jours, parce qu'on a la possibilité de faire des mises à jour jusqu'à assez tardivement dans le process de sortie. Donc vraiment, on tire parti au maximum de ça pour que les joueurs aient vraiment la meilleure expérience possible à la sortie. Mais voilà, c'est le moment où tous les problèmes les plus complexes vont ressurgir et prendre du temps. Alors, qu'est-ce qu'on surveille dans ces derniers temps? Comment ça se passe, justement? Vous refaites tous le jeu pour la 50e fois, voire plus? Alors, il y a une partie de l'équipe, effectivement, qui passe beaucoup de temps à tester, essayer de faire ce qu'on appelle des runs. Donc, c'est vraiment jouer au jeu de A à Z tel que les joueurs vont le faire, parce que pendant le process de développement, on a souvent des raccourcis, des outils qui nous permettent d'aller plus vite à tel point dans le jeu pour travailler sur le petit segment qui nous intéresse. Donc là, il y a une partie de l'équipe qui maintenant a un peu plus de temps pour faire ce genre de test. Mais après, l'équipe technique qui est derrière moi dans la salle, là, c'est vraiment le moment où on est à fond et chaque jour compte. C'est ça, justement, vous venez de chez Ubisoft, où on sait quand on finit des jeux, on arrive plutôt à des centaines et des centaines de personnes. Là, vous êtes combien sur la dernière ligne droite du jeu, à tout surveiller? Aujourd'hui, sur l'équipe, on a une trentaine de personnes. Pas le même rapport. Donc, voilà, on a eu quelques prestataires aussi qui nous ont aidés sur certains aspects, mais là, sur la dernière ligne droite, c'est vraiment l'équipe cœur qui est impliquée. Ça veut dire qu'on va surveiller le jeu jusqu'à quand? Parce que ça ne s'arrête pas au jour de la sortie. Oui. Jusqu'à quand? Alors on surveille les bugs, on chasse les bugs tout le temps? Je pense que le jour de la sortie, on va tous être à scruter sur YouTube, sur Twitch, les streams des joueurs, pour regarder comment ça se passe, quels sont les retours déjà, parce que on a aussi travaillé pour ça, pour voir quel est l'émerveillement des joueurs quand ils découvrent le jeu, mais aussi on va scruter les petits bugs qu'on a ratés, parce qu'on a chacun notre façon de jouer au jeu déjà au sein de l'équipe. Mais voilà, les joueurs qui, on l'espère, seront très nombreux, auront aussi chacun leur façon de casser le jeu. Voilà, mais on espère qu'il n'y aura pas trop de soucis à la sortie. L'aspect technique à part, le cofondateur, il est dans quel état d'esprit là? Alors qu'on touche au but, l'émission elle est diffusée au moment où les gens regarderont. Ils pourront jouer, ils auront peut-être déjà le jeu en main. On en est comment après 4-5 ans de travail? Il y a un côté où c'est presque irréel, parce que ce projet, pour moi, il est en développement depuis, je vais pas dire toujours, mais presque. Et là, surtout sur la fin, où c'est particulièrement intense, et on essaye vraiment de faire compter chaque journée au maximum. Là, ce qu'on aime bien dire en ce moment, c'est un peu, ça fait 2 mois qu'on a l'impression qu'on sort dans 2 semaines. Et voilà, et en fait, le temps, on est toujours in extremis de la sortie, mais on n'est pas encore sorti. Donc là, on attend ça avec impatience. Qu'est-ce que vous avez envie que les joueurs disent et vous disent au moment où ils vont jouer, ils vont enfin mettre la main sur le jeu? Déjà qu'ils soient émerveillés, qu'ils découvrent l'histoire, les personnages qu'on a créés. La partie technique, il y a un côté où elle doit se faire transparente aussi pour les joueurs, parce que ce qui compte avant tout, c'est les personnages, l'histoire qu'on raconte, l'immersion dans l'univers qu'on a créé. Et après, il y a la partie plus orientée game design, où là, ça va être comment les joueurs vont pouvoir
customiser leur personnage, essayer des stratégies. Vous allez être à l'écoute de ça? Voilà. Bah, ça fait partie des choses. On avait déjà fait des playtests auparavant, donc c'est aussi des choses qui nous permettent d'orienter le développement du jeu. Mais voilà, on est un peu sur cet entre-deux où on a envie que les joueurs soient émerveillés, on a envie que la technique fonctionne bien. Un peu de repos en vue ou pas du tout? Alors, pas dans l'immédiat, parce qu'on garde un peu de disponibilité quand même pour s'il y a des problèmes critiques à la sortie. Parce que là, voilà, ça va être un test grandeur réelle avec, on l'espère, des millions de joueurs, mais je vous le souhaite. Au moins des centaines de milliers, ça serait génial. Mais donc voilà, on garde un peu de disponibilité pour pouvoir être réactif, parce que voilà, il y a des plateformes sur lesquelles on sait qu'on peut facilement mettre des mises à jour, et on le fera. Voilà, on essaiera de réagir rapidement si jamais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui gâche un peu cette expérience, qu'on a envie d'être un peu une fête pour les joueurs. Mais ce n'est pas fini donc encore. Non, il y a encore un peu de travail. Après, on prend du repos. On va commencer aussi à réfléchir un peu à la suite. Qu'est-ce qui se passe après Expédition 33. Mais ça dépendra aussi un peu du succès du jeu, bien sûr. Et puis, les retours des joueurs auront leur importance aussi pour guider un peu le futur de Centrefall Interactive. Eh ben, on souhaite tout le meilleur, en tout cas. Merci beaucoup, Tom. Merci à toute l'équipe qui travaille derrière, quand même. À tous. Et puis, ils travaillent pour de vrai. Ils travaillent pour de vrai. Ils terminent le jeu. Et puis nous, on va aller jouer. Clair Obscur Expédition 33 n'a donc normalement plus de secret pour vous. Nous, on va laisser tranquillement les équipes peaufiner leur jeu. Le jeu que vous pouvez retrouver dès à présent sur PS5, Xbox Series et PC. Au moment où vous regarderez cette émission, il sera disponible. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir regardé Multijoueur. Vous pouvez retrouver l'émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co et sur la plateforme RMC BFM Play et évidemment sur notre chaîne YouTube et en podcast partout. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Jouez bien.